Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette table ronde qui a pour thème Le monde de demain, organisée par EcoConnect. Alors l'année 2020 touche à sa fin, c'est une année très particulière, complètement dominée par la crise sanitaire de la Covid-19. L'impact de ce virus sur nos activités a été gigantesque. Alors ce n'est pas le débat de ce jour, j'avais plutôt envie de me tourner vers l'avenir et nous allons évoquer la manière dont les entreprises peuvent répondre à cette crise, ce qu'elles ont appris durant cette crise, la manière dont elles se sont adaptées ou vont encore s'adapter, et en particulier en matière de développement durable. Alors pour en parler, j'ai invité des personnes actives dans le monde des affaires. Alors à ma gauche, Sandra Willikens, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice du personnel chez BNP Paribas Fortis. Alors vous vous occupez de 11 000 employés, c'est pas mal. Oui. Et vous êtes également responsable de la politique de développement durable chez BNP Paribas Fortis. Tout à fait. Eddy Assendonk, bonjour. Vous êtes CEO de BMW Belgique. Et puis, à ma droite, notre expert du jour, Sabine Denis. Vous êtes professeur invité à l'UCL Louvain School of Management. Et vous êtes notamment en charge d'un cours très intéressant, la responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour. Bonjour. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le développement durable est depuis très longtemps une préoccupation et même une priorité dans les entreprises. Et il me semble que cette crise du coronavirus a un petit peu accéléré le processus. Et puis on a en parallèle, dans le même temps, le Green Deal de la Commission européenne qui met de plus en plus de pression pour les entreprises pour qu'elles soient de plus en plus durables. Sandra Willikens, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Oui, tout à fait. On ressent en effet que cette crise sanitaire a vraiment accéléré ce mouvement vers des modèles beaucoup plus durables. Nos clients se posent quand même énormément de questions par rapport, par exemple, à réinsourcer des activités de nouveau en Belgique, parce qu'on a constaté dans cette chaîne qu'il peut y avoir des problèmes. Et on a constaté également que 3 sociétés sur 4 aujourd'hui se posent beaucoup de questions et sont en train de réfléchir à une stratégie beaucoup plus durable. Or que l'année précédente, on n'était qu'à 2/3. Donc on voit vraiment ce mouvement. Alors c'est clair que le Green Deal va accélérer ce mouvement parce qu'il y a quand même des objectifs qui sont très très ambitieux. Ça va avoir un impact sur tous nos clients, dans des moindres ou des plus grandes mesures, ça c'est sûr et certain. Également pour les banques, on sent quand même qu'il y a une pression qui est très importante, qu'il y a des directives au niveau européen qui vont pousser les banques à mettre beaucoup plus de capital à disposition pour financer cette transition vers des business models beaucoup plus durables. Et d'ailleurs, on le sent aussi, les banques nationales mettent de la pression aussi sur les banquiers pour intégrer dans l'évaluation des risques de leur portefeuille crédit également le point de la durabilité. Donc c'est clair que ce mouvement, il est en pleine accélération, ça c'est sûr et certain. Eddy Assendonk, vous avez le même point de vue, c'est également... La durabilité n'est pas pour nous une nouvelle tendance. En fait, la durabilité est ancrée dans nos gènes depuis les années 70 et a accéléré déjà dans les années 90. En fait, depuis 1995, BMW est constamment en tête du Dow Jones Sustainability Index. Donc, c'est un indicateur qui évalue les grandes entreprises en matière d'investissement dans le développement durable. Mais bien entendu, depuis 10 ans, ça a fortement accéléré. Notre secteur est en transition complète, que ce soit dans l'utilisation que dans la construction. Et le groupe BMW s'investit dans la chaîne entière de matière durable. C'est-à-dire déjà à l'approvisionnement de nos matériaux, c'est-à-dire par exemple le cobalt, on les extracte dans les mines en Maroc et en Australie parce que nous sommes certes on respecte l'environnement, 2, qu'on connaît la source et qu'on sait que du côté social, que les gens qui y travaillent, que c'est aussi dans un contexte acceptable, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde entier. Donc, et ensuite, dans le développement et dans la production, depuis 2013, nous avons des usines qui sont des Zero Emission Factory, comme on les appelle, donc des usines comme à Leipzig
où on a un assemblage, où on produit notre énergie nous-mêmes, mais également à la fin du carrière d'un produit, c'est-à-dire avec le blockchain technology, nous savons quel matériau est-ce qu'on a utilisé. On va en reparler plus tard, parce que vous grillez un petit peu les étapes, mais donc vous êtes d'accord avec votre collègue à côté de vous, le développement durable, c'est plus un concept à la mode. On a les deux pieds dedans et en fait, vous n'avez plus le choix. Exactement, ça s'est ancré en ce moment dans toutes les industries et certainement dans le nôtre qui est vraiment dans le focus pour beaucoup de politiciens et surtout au sein de l'Union européenne. Nous connaissons tous nos défis pour 2030 et le groupe BMW veut vraiment contribuer à ce défi. D'ailleurs, notre stratégie est claire. On veut lancer 25 voitures électrifiées déjà d'ici 2023, donc d'ici 2 ans et quelques mois. Donc, ça veut dire que nous allons vraiment accélérer nos efforts pour contribuer à ces targets. Très bien. Sabine, on a entendu Eddy dire à l'instant le développement durable, la durabilité, c'est dans notre ADN. Et est-ce que c'est quelque chose que l'on observe pour toutes les entreprises? C'est plus, comme je le disais il y a un instant, c'est plus un gadget à la mode. On n'a plus le choix. On peut le voir rétrospectivement au niveau historique. Oui, donc on a quand même vu, je n'oserais pas dire que toutes les entreprises ont ça dans leur ADN. Là, je pense que là, on va un peu loin. Mais par contre, on voit le mouvement s'accroître et aussi la pression qui augmente de la part des autorités, comme le Green Deal, mais de la part aussi des clients et de la société. On a vu une évolution les 20 dernières années. Au début, la responsabilité sociétale des entreprises était surtout axée sur des problèmes de ressources humaines, parce que c'était un moment où il y avait un grand chômage et donc les gens voulaient mettre à l'emploi des gens peu qualifiés. Et donc il y avait toute cette... Et puis après est venue la dimension environnementale, qui au début n'était pas encore fort intégrée dans le core business, mais était plutôt... On s'occupe de tout le reste. Et puis en 2010-2011, il y a eu Michael Porter, qui est professeur à l'université de Harvard, qui a rédigé un article en disant « Creating Shared Value », c'est-à-dire que l'entreprise créer de la valeur partagée pour l'entreprise, mais aussi pour la société. Et donc là, petit à petit, on a intégré de plus en plus la durabilité dans le core business. Et pour les banques, ce sera les finances. Pour les producteurs de voitures, ce sera la mobilité. Et donc, on voit ce mouvement qui s'intègre dans le core business et dans les entreprises elles-mêmes, dans leur gestion journalière. Et on voit une bifurcation aussi de l'autorégulation au début. On se disait, on se met soi-même des targets. Et puis, on voit maintenant qu'avec le Green Deal, mais aussi avec les objectifs du développement durable des Nations Unies, qu'il y a quand même des objectifs qui deviennent de plus en plus contraignants. Donc, il y a une évolution et ça s'intègre de plus en plus aussi de grands acteurs comme nous avons autour de la table ici, de par leur travail avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, ça percole aussi dans d'autres entreprises qui sont peut-être moins encore avancées sur ces matières. Oui, Eddy l'a évoqué il y a un instant. Vous, chez BNP Paribas, quels sont vos objectifs en termes de durabilité ? Mais on a bien entendu des objectifs qui sont très clairs. Notre premier rôle, bien entendu, c'est financer l'économie locale. Et je pense que maintenant, avec cette crise, qu'on a vraiment démontré qu'on était là pour nos clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Mais bien entendu, avec tous les challenges qui nous entourent, c'est sûr qu'il faut aller au-delà. Du pur financement de l'économie locale. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? On a en effet des leviers qui sont très importants pour accompagner nos clients dans cette transition vers un monde beaucoup plus positif, comme on l'appelle. C'est d'ailleurs notre slogan, le positive banking. Moi, je veux faire des positive bankers de tout le monde, des 11 000 employés de BNP Paribas Fortis. Et donc là, 2 volets, 2 leviers importants. Premièrement, les investissements. C'est quand même une solution, la solution première qu'on offre à nos clients quand ils veulent investir, qu'on va offrir des solutions d'investissement dans des fonds
ou dans des solutions durables. Et ce n'est pas uniquement la banque qui fait ce premier pas, mais nos clients sont aussi demandeurs d'avoir des investissements avec un impact positif sur le climat, l'humanité, etc. Et d'autre part, tout ce qui est financement, bien entendu, on l'a vu, et je pense qu'on peut le dire, qu'on a quand même soutenu aussi les révolutions industrielles par le passé. Ici, on veut vraiment jouer notre rôle d'appuyer et de soutenir cette révolution pour la durabilité, si vous voulez. Et donc, c'est clair que le financement est un élément excessivement important dans cet accompagnement. Et là, on a pas mal de solutions innovatives qui accompagnent nos clients. Par exemple... Justement, j'allais vous poser la question concrètement, parce que ça paraît très, très abstrait. High level. Oui, non, mais on a l'impression Ouais. que c'est intellectuel. Ouais. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez à vos clients en termes de durabilité? Est-ce que ce sont des prêts durables, par exemple? Voilà, Comment est-ce que vous mettez ça en place? C'est une très, très, très bonne question. Et donc on a plusieurs techniques, naturellement. On essaie d'être innovatif pour encourager nos clients. Et donc, par exemple, on a des formules de crédit où le taux qui sera appliqué sera mesuré sur base d'objectifs clairs. Donc, si vous diminuez votre empreinte CO2, carbone, à ce moment-là, on va vous appliquer un taux qui sera plus bas. Et donc, avec des objectifs très, très clairs, d'une part. D'autre part, il faut savoir quand même qu'on a aussi des classes d'actifs sur lesquelles on se focalise. Donc, par exemple, tout ce qui est énergie solaire, par exemple. On vient de financer le plus grand parc des panneaux solaires en Wallonie. On évite par ça 2300 tonnes d'émissions, ce qui représente en fait les émissions des voitures, de 2000 voitures sur base d'une année. Donc, je pense que voilà. Et donc, par les financements qu'on met en place, on aide cette transition vers une durabilité. Sabine Denis, des financements durables et avoir des objectifs, ce sont des bons outils, c'est une bonne technique? C'est une bonne technique, en tout cas... comme le dit Mme Ilkens, en accompagnant aussi les clients, parce que c'est clair que tout le monde n'est pas à la pointe. Et le fait de pouvoir varier ces taux et sur base de critères environnementaux, mais sociaux parfois aussi, c'est du green impact financing. Donc, c'est sur l'impact qu'ont les entreprises, l'impact sociétal. Ça, je pense que c'est la voie à venir qui permet aux clients aussi d'avancer dans la même voie que celle des banquiers qui financent finalement la direction. Alors Eddy, j'avais la même question. Quels sont vos objectifs pratiquement? Vous nous avez un petit peu teasé tout à l'heure. Ouais. En fait, il y a deux aspects qui sont importants. D'un côté, nous avons nos objectifs. Donc, c'est clair que le groupe BMW veut contribuer vraiment à développer de nouvelles technologies qui sont aptes pour répondre à ces nouveaux targets. De l'autre côté, il y a l'aspect consommateur. Qu'est-ce qu'il veut le client? Et là, on croit vraiment que la stratégie, ce qu'on appelle the power of choice, donc la force du choix, reste important. Parce qu'il n'y a pas encore une solution qui convient à tout le monde. Donc, c'est-à-dire, le consommateur aujourd'hui, il y en a qui roulent beaucoup de kilomètres, qui sont bien servis avec des diesels. D'ailleurs, diesel des technologies modernes qui émettent très peu de CO2 et presque rien que le CO2 au niveau des gaz polluants. Mais en même temps, il y a des gens qui ont besoin de solutions hybrides, électriques et à combustion et full électrique. Et c'est important qu'on suive aussi la demande, la tendance, ce que les clients souhaitent. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas détruire une certaine technologie qui nous a servi pendant des années en faveur des autres. Donc, nous croyons que dans les 10 années à suivre, qu'il y a toujours encore un marché pour les différentes technologies, surtout si on regarde sur le plan mondial. Ce qui est important, et ce que Mme Ilkens vient de mentionner, il faut donner des incentives, que ce soit de la part du gouvernement que de la part de l'entreprise, mais si nous-mêmes, notre comportement doit changer et peut-être nous devons un peu donner un coup de main. Je donne un exemple. À Bruxelles, Mons et Liège, nous avons installé ce qu'on appelle des e-fencing. Donc, ça veut dire des consommateurs qui ont acheté ou en leasing une voiture hybride BMW. Dès qu'ils rentrent dans la ville, le véhicule se met automatiquement sur mode électrique. Donc, vous rentrez en ville,
en n'émettant pas de gaz carbone. Donc ça, c'est important que dans le développement des technologies, que le comportement des consommateurs change, mais également que les autorités prévoient des infrastructures afin de pouvoir utiliser cette technologie. Concrètement, aussi les bornes pour charger les véhicules électriques sont encore manquantes dans beaucoup de régions, non seulement en Belgique ou en Wallonie, mais à travers le monde. Donc, tout le monde doit suivre, parce que ça n'arrête pas là. Le développement de nouvelles technologies, comme par exemple l'hydrogène, nous sommes fortement avancés avec cela. On peut même commencer l'industrialisation déjà en 2025. Mais s'il n'y a pas de stations pour s'approvisionner de l'hydrogène, on ne peut pas se servir de cette technologie. Donc c'est important à nouveau qu'il y ait une collaboration entre et le gouvernement et les experts et l'industrie et bien entendu les consommateurs. Alors, Sabine, c'est un point intéressant. Je pense que c'est ça l'enjeu du développement durable dans le secteur automobile. C'est peut-être le R&D, il me semble. C'est essayer de faire en sorte que ces technologies puissent être implémentées de façon pratique. C'est ça. Donc, je pense aussi qu'il y a énormément, et M. Haas donc on a parlé, toutes ces innovations qui se font dans le secteur de la production de voitures et au niveau du carburant, mais il y a aussi tout le problème de la mobilité en général qui nécessite, comme vous l'avez dit, dans la production des nouvelles voitures, des nouvelles technologies, il faut des partenariats. C'est au niveau de la mobilité en général qui est un grand problème. On sent de plus en plus cette tendance de partenariat entre la mobilité publique, la mobilité privée. Est-ce qu'il y a moyen de créer des partenariats? La mobilité partagée qui est quand même fort appliquée maintenant dans les grandes villes. Là aussi, vous jouez un rôle. Ouais. C'est dans toute cette thématique de mobilité au sens général qui a un rôle à jouer, je pense, et que les partenariats sont, comme vous l'avez dit, la clé du succès de la nouvelle mobilité 2.0. 2 points verts. La solution est multimodale, c'est exactement ça. C'est l'un et l'autre, et pas l'un qui exclut l'autre. Ouais. Voilà. Et là, je pense qu'on peut jouer vraiment un rôle important, que le véhicule, pour servir de la mobilité individuelle, est essentiel, aussi les motos d'ailleurs, également les vélos. Je suis cycliste, donc je ne suis pas contre les vélos, au contraire, je suis un grand fan. Mais ça, c'est exactement important que aussi dans l'aménagement de l'infrastructure, que ce soit les routes et les installations pour pouvoir charger les véhicules électriques, tout doit faire partie d'une intégration de tous les acteurs dans ce domaine. Donc il ne faut pas exclure des acteurs. Alors en parlant d'exclusion, alors je sais que vous avez des moyens que vous mettez en œuvre pour un petit peu inciter les entreprises vers le développement durable. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Exclure les entreprises qui n'atteignent pas leurs objectifs, ou vous préférez la voie douce qui est l'accompagnement? J'ai plusieurs réponses à votre question. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'on a mis en place des politiques sectorielles. Donc, en fait, par rapport à des secteurs qui sont très sensibles. Là-dedans, on a prévu des standards minimaux auxquels ces sociétés doivent répondre afin qu'on continue à les servir. Il est clair que quand on constate donc, bien entendu, tout d'abord, on veut entamer un dialogue avec ces sociétés. On pense que c'est très important. Pour la réputation de la banque, ce serait beaucoup plus simple de les exclure. Mais je pense que ça, franchement, on ne va pas arriver au but parce que ça ne va pas diminuer l'empreinte écologique. Il faut rentrer en discussion, en dialogue avec ces entreprises. On essaye en effet de les sensibiliser par rapport à la problématique. On essaye de mettre en place des quick wins. On essaye de discuter avec elles et de mettre en place des nouveaux business plans, etc. Mais si on constate en effet qu'il n'y a pas d'ouverture et qu'il n'y a rien qui change, c'est clair qu'on va exclure pour continuer en fait à financer ces entreprises-là. Ce sont des entreprises qui sont tout à fait solvables, hein, donc que ça soit clair. Et donc aujourd'hui, on a 940 sociétés qu'on ne sert plus, hein, qui sont sur notre exclusion list.
on pense que, parce que cette liste, elle est revue tous les 6 mois, on pense qu'il va y avoir aussi encore des sociétés qui vont s'ajouter, parce qu'on a ajouté une nouvelle politique ou une nouvelle décision du groupe qui s'implémente naturellement mondialement, ou quelque part on veut aussi exclure à partir de 2030 les sociétés qui produisent l'électricité sur base de charbon. Et c'est sûr que les dialogues sont entamés aujourd'hui. Et donc, quand on constate qu'il n'y a aucune volonté, c'est sûr qu'on va les ajouter sur ces listes d'exclusion. Donc ça, c'est très important. Mais le dialogue, pour nous, est primordial pour accompagner. Alors, deuxième chose, on a quand même des activités également où on s'est dit d'office, on ne va plus les financer, comme la production du tabac par exemple, la production du gaz de schiste par exemple, la production des nouvelles usines de production au niveau du charbon, etc. Donc là, d'office, on les exclut. Et donc c'est sûr qu'on a pris des décisions assez courageuses, j'en suis très très fière d'ailleurs. Mais c'est sûr que ça requiert énormément de dialogue avec les entreprises. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le rôle du banquier. Sabine, c'est la bonne option? C'est la bonne option. Je pense qu'il y a les deux volets, donc l'exclusion qui est la liste noire, et cela, on n'en veut pas. Les moutons noirs. On ne touche pas. Par contre, il y a aussi l'approche un peu plus active, proactive, en disant, voilà, on va accompagner nos clients. Et de bonne foi, et quand on voit que la bonne foi n'y est pas et que ce n'est pas atteignable, ils ne veulent, c'est plutôt la mauvaise foi qui joue, alors on fait des choix en disant voilà, c'est dommage, mais non. Et puis il y a aussi l'aspect positif qui est de dire voilà, nous choisissons positivement un tel secteur, et je pense au secteur renouvelable, au secteur de voitures électriques. Enfin, on peut aussi faire un choix positif en disant voilà, nous voulons vraiment investir dans ces secteurs-là et faire la différence dans les secteurs-là, ce qu'on appelle un peu l'impact investing, en disant voilà, c'est là que nous voulons avoir le plus grand impact. Merci pour cet input. Alors vous étiez, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la technologie des blockchains. Alors pour les gens qui nous regarderaient, qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un moyen de tracer en fait toute la chaîne de production. Tout à fait. BMW veut faire partie de ce qu'on appelle the circular economy, donc une économie circulaire où on sait qu'à partir du design, à partir du développement d'un produit, qu'on sait qu'elle peut être recyclée, donc qu'elle est durable, qu'elle peut être réutilisée. Et aussi que la longévité d'un produit est plus longue que justement un smartphone qu'on utilise pendant 2 ans puis qu'on va jeter. Donc c'est important qu'à partir des matériaux précieux qu'on va acheter, que ce soit dans la mine au Maroc ou en Australie, qu'on sait, OK, le cobalt, il est utilisé dans nos batteries et d'abord dans un véhicule leasing, après avec un private lease sur le business des occasions, et encore peut-être un 3e ou 4e client, et à la fin de sa carrière, on peut rendre ces batteries chez, par exemple, Umicore. Nous avons signé un contrat avec Umicore, une entreprise belge qui est cotée à la bourse, qui va donc recycler nos batteries. Donc on sait suivre en fait tous les matériaux que nous avons utilisés jusqu'à la fin de la carrière de ce produit et de les réutiliser pour reconstruire de nouveaux véhicules, de nouveaux éléments qui seront intégrés dans les véhicules du futur. Si je peux peut-être brièvement revenir sur ce que Willeke vient de dire, notre rôle a aussi énormément changé. Non seulement nous sommes bien entendu des producteurs des véhicules, mais aussi notre réseau a énormément évolué. Maintenant, ce sont devenus des consultants qui conseillent des entreprises afin de prendre de bonnes décisions en matière de durabilité. Donc, ils vont plus offrir juste un véhicule, un diesel avec un carburant. Donc, ils vont analyser quels sont les besoins des différents individus afin de pouvoir offrir le véhicule avec le moteur qui est apte à ces nécessités. Et du coup, ils sont aussi devenus des experts en matière de fiscalité. Ils sont devenus des experts au niveau de finances, d'assurance. Donc, ce qu'on voit comme opportunité, je ne vois pas ça comme un défi, c'est qu'on maintenant, à nouveau,
grâce à ce développement, on peut se différencier, on peut se distinguer et faire la différence par rapport à la concurrence. Donc moi, je vois ça comme une opportunité aussi pour notre secteur. On peut se réinventer. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'êtes plus que simplement un fabricant, mais que vous proposez une expérience de mobilité à vos clients. Des services multimodaux, en effet, produits et services. D'accord. Alors j'ai une question d'un lecteur. Alors elle est très longue, écoutez, parce que c'est très intéressant et ça va raccrocher à ce que vous venez de me dire. Donc la voiture écologique de demain est-elle essentiellement une propriété ou un moyen de transport loué et s'agit-il d'un moyen de transport loué? Le conducteur est-il le seul utilisateur ou y a-t-il plusieurs conducteurs? Comment les constructeurs automobiles abordent-ils cette question alors que vous pensez que les combustibles fossiles vont peut-être complètement disparaître? Et quelle sera l'énergie de remplacement? L'électricité ou par exemple l'hydrogène comme générateur d'électricité. Donc c'est une question un petit peu globale. Ouais. Donc je vais essayer de répondre bref. Il y a bien entendu l'évolution de la technologie pure. J'ai déjà mentionné l'hydrogène. Le groupe BMW, nous sommes prêts à industrialiser cette technologie dans toute notre gamme. Mais bien entendu, comme je dis, l'infrastructure doit être prête aussi. L'autre aspect, c'est quels sont les besoins du consommateur. Et là, on voit plusieurs tendances. Il y a des gens qui disent, oui, si des gens quittent l'école, avant, ils voulaient avoir tout d'abord leur permis de conduire, et maintenant, c'est plus le cas. Nous ne sommes pas d'accord. Nos études nous disent qu'en effet, quand on a 18 ans, nos priorités sont peut-être différentes. Maintenant, on veut avoir accès à tous les outils digitaux quand on a 18 ans. Et le permis de conduire, surtout si longtemps qu'on est à l'université et si on peut utiliser le véhicule de maman ou papa ou quand ils font notre taxi, on n'a pas besoin de notre propre véhicule. Mais ça change dès qu'on commence notre carrière. Quand je parle maintenant, par exemple, pour les banques ou pour des grosses entreprises de consultants, on voit dès que les gens rentrent dans leur vie professionnelle, la nécessité au niveau de mobilité change énormément. Ce qui est vrai, c'est que la nouvelle génération exige que ce produit est plus durable. Donc ça veut dire que vraiment là, activement, ils vont poser à leur employeur, est-ce que je peux avoir une voiture hybride, voire électrique? Et pour ça, c'est important que non seulement nous, étant constructeurs, qu'on produise et qu'on développe des produits plus durables, mais qu'aussi dans le marché, que le consommateur demande cette technologie, parce que sinon, le business case n'est pas viable. Donc, les deux doivent aller ensemble. Alors pour vous, quel est le plus grand défi pour l'avenir? C'est un peu une question un peu fourre-tout. Oh là là. Pour les générations futures. Il y a énormément de défis, bien entendu, parce que quand on voit en effet que l'économie est puisée quand même aussi pour une grande partie des ressources naturelles, on sent quand même une grande diminution de la biodiversité, les matières premières sont quand même fort sous pression, et là, je rejoins tout à fait Eddy par rapport au fait qu'il faut travailler beaucoup plus sur cette économie circulaire, etc. C'est d'ailleurs un de nos piliers également sur lesquels on se focalise. Et donc c'est clair, et là je parle pas uniquement des risques physiques, donc des grandes tempêtes, la sécheresse, etc. Mais je parle aussi du risque de tout ce qui concerne réglementation. Il faut l'intégrer naturellement dans votre day-to-day. Et last but not least, c'est clair que nos stakeholders, c'est-à-dire les clients, les collaborateurs, les actionnaires, etc., ils vous regardent différemment. Et donc, ce volet de tout ce qui est durabilité, pour eux, c'est également primordial. Et donc, il faut complètement l'intégrer dans son business model pour pouvoir vraiment être durable, vivable dans la durée. Donc, c'est excessivement important. Rapidement, vous êtes d'accord? Vous partagez cette vision? Non. Absolument, et je suis aussi fier qu'on puisse contribuer parce que longtemps, le secteur automobile était un peu dans le coin négatif, mais je pense que nous faisons partie de la solution et on ne fait pas partie du problème. Donc, surtout, le groupe BMW investit énormément et nous avons des claires ambitions à activement contribuer à cette tendance. Ouais.
Alors, je vais laisser le mot de la fin à Sabine Denis, rapidement. Mais je suis tout à fait d'accord avec les enjeux sociétaux qui ont été mentionnés par les deux représentants ici. Je voudrais rajouter une petite dimension qui fait le lien avec votre introduction. C'est quand même aussi le bien-être des employés. Oui. Et dans les temps qui courent aujourd'hui... avec le télétravail. Avec le télétravail et tout, je pense que c'est un des enjeux aussi quand on veut un développement durable. Il est tant sur le volet environnemental que sur le volet social aussi. Et donc, je pense que les deux vont de pair. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je suis entièrement d'accord avec vous, ça c'est sûr et certain. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce débat passionnant. Malheureusement, en une demi-heure, on n'a pas le temps de... Mais on aurait voulu, on aurait pu prolonger encore la discussion pendant des heures. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes invités et je vous dis à très bientôt. Merci.